Bonjour Allô. Anas. Bonjour Nadia. Bonjour tout le monde. Bonjour. Donc, on commence notre événement. Bienvenue à tout le monde. Tout Merci. d'abord, je ne sais pas si vous arrivez à m'entendre. Oui, oui Parfait, Anas. parfait, parfait. Donc voilà, bonjour encore une deuxième fois pour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir répondu présent à notre événement. Je me permets de présenter dans un premier temps. Donc, c'est Jalho Anes, consultant en recrutement chez Nouvancy One. Mon rôle chez Nouvancy, c'est de présenter aux candidats les meilleures offres qui sont présentées dans le marché auxquelles on opère dans notre métier aujourd'hui. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir partager avec vous un, un événement parmi les séries des webinaires qui sont présentés par notre cabinet concernant l'emploi et carrière et qui porte aujourd'hui sur mon premier emploi. Donc, je serai ravi et je serai en compagnie par Nadia, notre directrice pour le recrutement. Et Merci Anas. on animera le sujet aujourd'hui portera principalement sur quatre axes. Donc, le premier, ça va être une présentation de Nouvancy One par Nadia. Par la suite, on parlera du développement du plan de carrière et de notre projet professionnel. Donc, le but aujourd'hui, c'est de donner un ensemble de chaînes qui portera depuis, on va dire, l'obtention de mon diplôme jusqu'au premier jour de mon intégration et la partie d'évaluation de ma période d'essai. Donc, on parlera notamment de la recherche d'emploi et comment ça se passe, comment je peux être efficace, comment je peux cibler parfaitement des sociétés. Donc, on parlera de l'entretien d'embauche dans ses différentes formes aujourd'hui. Et en dernier, donc, on portera notre sujet donc, sur la partie intégration en entreprise. Donc, en dernier, on vous donnera la main sur vos questions. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais tout en bas, il y a une partie questions-réponses qui nous permettra d'interagir avec vous et répondre à toutes vos questions et ça nous fera un énorme plaisir. Donc, voilà, donc je donne la main à Nadia pour une présentation de notre société. Très bien, merci beaucoup Anas. Bonjour tout le monde. Donc, comme annoncé par Anas, c'est Nadia Jdido, je suis directrice du pôle recrutement Nouvancy One. Je suis très heureuse d'être parmi vous, c'est-à-dire durant cet événement. Donc, le cabinet Nouvancy One a été créé en 2012 pour des missions de consulting généraliste avec une touche RH. Et depuis 2015, nous avons créé la marque Nouvancy One et nous avons développé et structuré notre offre de services autour de 4 pôles ou autour de 4 lignes de services. La première, c'est le recrutement et la chasse des talents dans le domaine IT et transformation digitale. La deuxième, c'est la mise à disposition des consultants indépendants, ce qui est connu généralement sous le freelance ou la régie d'une manière générale. Et la troisième ligne est une ligne qui a été développée depuis quelques mois suite à la situation sanitaire. Surtout, ça a été déclenché plutôt par la situation sanitaire. Et c'est un dispositif innovant d'événements RH et technologiques en faveur de nos clients, de nos candidats et consultants indépendants. C'est sous forme de webinaire d'une manière générale autour des thématiques RH qui concernent la carrière, le développement personnel et le développement professionnel. Parfois, c'est des experts de notre communauté d'experts techniques ou là, de certains de nos clients qui animent des thématiques technologiques autour des technologies, c'est-à-dire de pointe ou là, les dernières tendances technologiques liées au marché de l'emploi d'une manière générale. Et ça pourrait être carrément des événements de recrutement privés en faveur de nos clients et ce qui nous permet de rapprocher au mieux les candidats avec nos clients. La quatrième ligne, c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Nouvancy One et qui est l'employabilité. C'est l'employabilité en faveur de notre communauté d'une manière générale, que ce soit les jeunes IT, que ce soit les professionnels. Et ça nous permet de faire de l'accompagnement pour l'insertion ou l'accélération de l'insertion dans le domaine de l'IT et du digital via des formations, des certifications, du skilling, du reskilling et du upskilling. Voilà, donc ça, c'est les 4 pôles de notre activité.
Notre positionnement et notre réussite est dû certainement à une équipe de professionnels dévoués au quotidien et qui se distinguent généralement par leur professionnalisme et expertise dans le domaine de l'IT et du digital. Donc, on tourne autour d'une équipe de 24 personnes à peu près au sein du cabinet Novency, donc ce qui reste quand même important dans un domaine ou là, dans un secteur d'activité pareil. En s'appuyant bien sûr sur un dispositif agile. D'ailleurs, nous avons créé depuis 2018 notre propre framework RH. Anas? Il y a un petit souci apparemment avec la présentation, c'est ça? Non, c'est ou pas? Si? Alors, je suis en train de relancer la présentation. C'est pas grave. Si vous arrivez à m'entendre, donc je continue en attendant de récupérer la présentation pour les personnes comme moi qui ont une mémoire visuelle. Alors, donc, je vais reprendre support mon atelier. Très bien, je pense que ça reprend. Ça reprend. Très bien. Donc, nous avons parlé de notre équipe, nous avons parlé de notre dispositif agile. Donc, comme je vous ai dit, nous avons créé notre propre framework RH en 2018 qui nous a permis de servir une large palette de clients et candidats et parler surtout le même langage qu'eux, c'est-à-dire au quotidien. Nous exploitons des outils digitaux 360 degrés, donc ce qui nous facilite énormément notre quotidien et notre suivi des différents sujets avec les clients et les candidats. Et voilà, donc ce capital nous a permis de servir 70 000 candidats, c'est-à-dire avec qui on est en contact au quotidien, dont 15 000 indépendants, ainsi que des clients de renom sur le marché local dans différents secteurs d'activité et surtout les finances, l'industrie, le consulting et le service. Voilà, donc ça c'était les quatre piliers, c'est-à-dire de réussite de Novency One. Et là, on va aller sur une cartographie des métiers qu'on couvre actuellement pour nos clients. Et nous sommes très satisfaits d'avoir servi 4 Digital Factory. Donc 4 Digital Factory avec des ressources ou là, des profils généralement sur l'agilité, sur du Scrum Master, data management, du développement mobile, que ce soit du front ou là, du back ou les deux en même temps, du DevOps, de l'industrialisation et du SecOps. Dans l'information des systèmes d'information, donc on trouve aussi plusieurs profils, donc tout ce qui est télécom manager, système administration, les DBA, les experts fonctionnels sur là c'est les postes. Anas, si tu veux revenir juste un peu vers la slide des métiers, s'il te plaît. Oui, voilà. Donc là, on a parlé du Digital Factory. L'information système, c'est tout ce qui est stratégie, architecture SI. L'intégration des solutions sur des ERP, la performance et l'optimisation des systèmes d'information, les systèmes réseau, l'infra d'une manière générale, les unités de testing factory, le business intelligent ou la cybersécurité. Sur du consulting ou le business consulting, on va trouver tous les profils AMOA, MOE, business analyst, architecte technique, conduite de changement, c'est-à-dire des profils qui travaillent sur de la conduite du changement ou autre. Voilà, donc ça, c'est l'ensemble des métiers que nous couvrons pour le moment. Donc, la slide suivante, elle va reprendre certains postes qui sont ouverts chez nous. Donc, là, vous avez pas mal d'offres. Donc, si vous jugez que votre profil correspond à une de ces offres, n'hésitez pas à postuler directement en ligne sur notre adresse mail. Donc, je pense que tu l'as mentionné, Anas, c'est jobs@novency.com ou via le site directement selon la référence de l'offre ou l'intitulé de l'offre.
Voilà, donc globalement, c'était une brève présentation sur Novon Siwan pour les personnes qui ne nous connaissent pas assez ou pour réajuster ou confirmer des informations que vous aviez déjà. On enchaîne, Anas, sur la deuxième partie. Voilà, donc comme il a dit Anas, on va évoquer ensemble pendant cette heure la définition du plan de carrière. Donc là, moi, je reste ouverte à toutes vos questions. Donc, on va essayer de présenter d'une manière générale certains sujets et on va en même temps vous orienter parce que Anas, vu qu'on a fait pas mal d'ateliers, c'est la 15e édition, je pense. Donc, il y a certainement des sujets Exactement. sur lesquels on va partager aujourd'hui, mais que les participants vont trouver plus de détails normalement en ligne ou là sur notre site, sur un sujet ou là un autre, plus en détail. Mais ça ne nous empêche pas de répondre à vos questions sur le chatter si vous avez des questions en même temps, c'est-à-dire en même temps, en présentant, vous pouvez poser vos questions. On revient à la fin de la présentation, Inch'Allah. Donc, la définition du plan de carrière, c'est un sujet qui concerne tout le monde, qu'on soit jeune diplômé, première expérience ou senior. Normalement, le plan de carrière, c'est un sujet auquel il faut réfléchir tout au long de son parcours professionnel, peu importe l'étape. Et pour définir un plan de carrière, donc, ça reste important pour accélérer son évolution. De toutes les manières, quand on parle d'évolution, que ce soit l'évolution par rapport au poste, que ce soit l'évolution ou plutôt l'insertion, c'est-à-dire comme la vie estudiantine vers la vie professionnelle, donnez-vous le temps et prenez le temps de réfléchir à votre trajectoire professionnelle. Et selon notre retour d'expérience, selon, c'est-à-dire notre quotidien du recrutement, je pense que 4 points ils sont essentiels. Le premier, c'est de faire un bilan à l'instant T. Donc, c'est nécessaire de faire un bilan à tout moment de la carrière pour pouvoir se projeter, pour pouvoir comprendre vers où on va aller. Quand on laisse les choses comme ça, c'est-à-dire à l'improviste, selon l'orientation de notre recruteur ou de notre employeur, selon le marché, on perd beaucoup de temps. Et on se pose des questions, mais avec beaucoup de retard, ce qui n'arrange pas la situation, ce qui n'accélère pas l'évolution, ou là nous permettre au moins de comprendre où on est. Donc, pour faire un bilan à l'instant T, il faut s'interroger, il faut apprendre à vous connaître parce que c'est essentiel de vous interroger sur votre personnalité, sur vos motivations et vos valeurs. Ces 3 points nous permettent déjà d'être convaincus par soi pour pouvoir convaincre son employeur ou là, son recruteur pour se projeter aussi dans le futur professionnel. Faire le bilan de votre vie personnelle et professionnelle. Donc, ce sont deux sujets qui vont, c'est-à-dire en même temps. Donc, il faut faire le bilan sur l'emploi, sur votre emploi actuel, peut-être si vous êtes en emploi, votre niveau de responsabilité actuel, le secteur où vous exercez, donc l'évolution du secteur où vous exercez, votre vie de famille, parce qu'il y a des moments de vie personnelle qui impactent directement la vie professionnelle, et ça, il faut le prendre en considération aussi. Votre lieu de vie, est-ce qu'on est au nord, au sud, est-ce qu'on est dans des grandes villes, dans des petites villes, ainsi de suite. Et vos passions, bien sûr, parce que quand on exerce avec passion, c'est différent quand on exerce ou là on subit, c'est-à-dire une activité ou un poste quiconque. Donc, prenez le temps, c'est-à-dire d'analyser ou là de faire le bilan sur ces points. Le troisième point sur le bilan, c'est surtout d'observer votre réseau. Et ça, c'est un point sur lequel je pense Anas, il va revenir en détail davantage. Observez vos collègues de promotion, observez vos cercles d'influence. Ça nous donne pas mal d'idées, ça nous donne pas mal d'élan pour notre carrière. Ça concerne le premier point. Le deuxième point, c'est définir des objectifs pour votre plan de carrière. Posez vos ambitions et aspirations à 5-10 ans à venir.
Ne sous-estimez jamais votre besoin d'avoir un travail qui a du sens pour vous et qui reste en accord avec vos valeurs. Donc, c'est important parce que ça, c'est des critères parfois qu'on ignore, mais sur la durée, en avançant dans la vie professionnelle et c'est-à-dire avec la maturité professionnelle, euh, on s'aperçoit à quel point c'est important de rester en accord avec ses valeurs dans un contexte professionnel parce que ça facilite énormément la tâche. La notion du plaisir au travail aussi est une notion qui est étroitement liée à la motivation. Et je pense la motivation, sans motivation, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas faire un plan de carrière, on ne peut pas avancer dans sa vie d'une manière générale. Donc, prenez du plaisir en travaillant, ou essayez au moins de prendre du plaisir en travaillant. Ça vous permet de garder votre motivation et ça se reflète au quotidien dans votre environnement professionnel et personnel. Donc, le troisième point, c'est d'identifier les moyens d'y parvenir. Et je pense, là, c'est plus lié, euh, c'est-à-dire au timing, c'est-à-dire on va fixer des objectifs en termes de timing. Donc, on ne peut pas aller juste comme ça pendant 5 ans ou les 10 ans ou les 3 ans, même un an. Donc, il faut savoir se limiter par le temps, parce que le temps, c'est vrai, ça accélère, mais il faut savoir l'exploiter dans le bon sens et se poser les bonnes questions. Donc, combien de temps souhaitez-vous atteindre, par exemple, la première étape de votre plan de carrière, puis la deuxième, puis la troisième? Quels seront les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir dans les délais ou là, dans le temps, avec des différences, mais au mieux de toutes les manières? Quel est mon projet dans 6, 12 et 18 mois donc, prochains. Donc, il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas se laisser aller. Et les années passent rapidement et la carrière, elle n'est toujours pas structurée. C'est important de s'arrêter au bout de 6, 12 et 18 mois. Il faut se poser aussi la question, dans quel délai pourrais-je être opérationnel? Donc, et ça nous ramène à la formation, là, le renforcement de la formation de nos diplômes, de nos certifications, de nos connaissances de poste et du secteur dans lequel on opère ou là on souhaite opérer. Comment acquérir ou développer de nouvelles compétences pour passer à l'étape suivante de mon projet professionnel. Donc, parce qu'il y a plusieurs façons pour évoluer, entre autres, bien sûr, c'est la maîtrise, c'est-à-dire du poste, du secteur, de l'environnement du poste, ainsi de suite. Comment puis-je développer mon réseau professionnel? Parce que aussi ça, c'est un critère important qui nous permet l'évolution. Comment pourrais-je développer mon réseau professionnel et mettre, c'est-à-dire les actions adéquates pour y arriver? Voilà donc, et la quatrième étape, normalement, c'est tracer une ligne directrice. Toujours avoir un repère qui nous permet de se remettre en question ou d'avancer davantage. C'est vrai une évolution sur 10 ans est très difficile à anticiper. C'est pas toujours identique à ce qu'on a planifié, mais il faut savoir s'adapter. Mais ce qui est facile, c'est d'identifier les accélérateurs et les passages obligatoires pour la réussite. Ça, c'est important. C'est-à-dire tout en faisant attention à la mobilité interne, externe ou à la mobilité à l'échelle internationale. Ce sont trois critères qui nous permettent d'évoluer, de maintenir la ligne directrice aussi, pour dire soit je continue dans cette structure ou là pour ce compte parce qu'il y a encore de la vision par rapport à l'évolution, par rapport à mon plan de carrière, ou là j'atteins ma limite, donc il faut chercher, ou là il faut cibler une mobilité externe, donc voir d'autres structures, d'autres challenges professionnels, ou carrément, selon mon étude, selon mon plan de carrière et ma projection, parfois on pense carrément à changer de continent et aller chercher des opportunités à l'international aussi, ça se fait. Voilà, donc c'était mes messages, c'est-à-dire phares pour un plan de carrière, ou plutôt pour la gestion d'un plan de carrière. Je pense, Anas,
tu voudrais enchaîner sur la partie recherche d'emploi où on va entamer certainement les réseaux, la réputation et l'identité numérique d'une manière générale. Oui, exactement. Et du coup, là, on passe au prochain slide. Effectivement, c'est la recherche d'emploi. Donc, lorsqu'on parle d'une recherche d'emploi, on parle notamment de deux façons pour faire. Donc, il y a peut-être des fois, c'est moi en tant que candidat, donc je suis à la recherche de d'autres opportunités, ou bien par rapport à mon premier emploi, et c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Ça nous amène aussi à une autre approche qui devient de plus en plus une façon de recruter par majoritairement presque quasi les recruteurs. Donc, c'est l'approche directe auquel c'est le recruteur qui cherche sur différentes sources le candidat idéal pour lui. Donc, on passe au slide suivant. Donc, et là, on verra effectivement que pour un recruteur, il a trois façons euh, pour la recherche d'emploi. Donc, la première, c'est effectivement c'est les offres d'emploi. Et là, c'est les annonces qu'on trouve principalement sur le site de la société, sur sa page LinkedIn, ou c'est une candidature qui nous permet de répondre avec des compétences bien cherchées qui sont spécifiques, auxquelles on peut répondre en envoyant notre CV. Il y a une autre façon pour la recherche d'emploi, c'est notamment la recherche suite à des candidatures spontanées. Donc, et là, on aura besoin de plus de, on va dire, de connaissances par rapport au marché. Comme l'a dit Nadia, lorsqu'on trace notre projet professionnel, notamment, on doit le lier à qui porter ce projet professionnel pour qu'on puisse le réussir. Et du coup, on a besoin de comprendre à quelle entreprise on peut postuler. Est-ce qu'on va faire un CV plus générique ou plus spécifique? Et là, notamment dans les candidatures spontanées, donc on laisse un CV qui peut répondre à pas mal de besoins et qu'on peut le compléter par une lettre de motivation pour expliquer plus ce qu'on est en train de faire ou plus nos compétences. Euh, La troisième façon, c'est les recherches en réseau. Et là, on parle des deux réseaux, que ce soit notre réseau réel ou notre réseau virtuel. Et un réseau réel, donc, ça nous permet aussi d'avoir des pistes pour entendre des candidatures qui sont présentées, des personnes qui peuvent nous souffler des informations par rapport à une entreprise ou une autre, ou par rapport principalement à ce qu'ils sont en train de faire comme euh, métier, ou qu'est-ce qu'ils sont en train de développer, par quelle technologie ils travaillent et sur quel logiciel. Et ça nous amène plus à comprendre leur métier. Donc, ce sont les trois façons pour qu'on puisse réellement rechercher un métier. Donc, par la suite, je reviens à un petit point qui est l'étude du marché, qui reste un point très important, qui a de la valeur. Et c'est ça ce qui fait une différence entre une personne et une autre, c'est l'étude du marché. Une étude du marché, ça nous permet de savoir à quelle entreprise on peut postuler. Aujourd'hui, le but, c'est pas d'envoyer tant de CV pour avoir peu de réponses, mais c'est plutôt de faire une recherche ciblée. Donc, je sais parfaitement c'est quoi mon projet professionnel, je sais parfaitement qu'est-ce que je peux faire dans le marché, c'est quoi ma vision, et du coup, je sais les entreprises, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils peuvent m'offrir en contrepartie, et du coup, là, il ne reste plus qu'à faire un simple matching. Donc, on n'a plus besoin de faire autre chose. Donc, et dans l'étude de marché, bah, on a deux types, on va dire, de marché. Donc, on trouve qu'il y a le marché ouvert. Bah, le marché ouvert, ce sont les sociétés et les entreprises qui publient leurs offres en public et auxquelles on peut répondre, comme j'ai dit, suite à des réponses à des offres d'emploi. Et le deuxième marché, c'est un marché caché. Et là, c'est ce qu'on appelle un marché caché. Ce sont les entreprises qui ont des offres de recrutement, mais par contre, ils ne publient pas leurs offres. Et notamment, ils travaillent beaucoup plus suite à des candidatures spontanées auxquelles ils annexent leur base, ou bien ils travaillent en principe sur du réseau. Et là, c'est principalement du LinkedIn sur le marché local. Donc, et là, ça nous amène à faire un peu plus. Donc, en termes de statistiques, c'est beaucoup plus. 30%, il y a des gens qui disent qu'il y a 30% des candidatures qui sont publiées dans le marché ouvert. Et donc, et le reste, c'est 70% qui sont sur le marché caché. Et voilà, et non pas que ça. Donc, en plus, il y a 20% des personnes rechercheurs d'emploi, ils sont tous, c'est juste ces 20% qui postulent au marché caché, alors que les 80% restantes, ils sont tous en concurrence sur le marché ouvert, qui présente peu d'offres et peu d'opportunités.
Donc, ça nous amène par la suite à travailler sur notre réseau, sur améliorer nos réseaux sociaux. Et c'est là, effectivement, on aura besoin d'avoir parce que qu'on le souhaite ou malheureusement ou pas, un réseau social, que ce soit professionnel ou autre. Donc, ils font désormais partie de nos vies. Donc, on a tous aujourd'hui, on est tous attachés à nos smartphones. Ça nous permet de rester en contact avec pas mal de gens. Donc, il y a une communauté derrière qu'on peut toucher plus facilement. Et du coup, les entreprises, ils investissent de plus en plus sur des recherches, sur des réseaux sociaux. Donc, le réseau social, on va dire, comme il a des avantages, il a pas mal d'inconvénients. Donc, il faut juste savoir tirer un bénéfice et puis après, on va dire, tirer profit aussi des opportunités qui se présentent pour avoir une réussite en fin de compte. Donc, principalement, je parlerai beaucoup plus de LinkedIn. Et parce que le CV, il y aura un atelier par la suite par ma collègue Huda qui animera un atelier le 4-11 qui permettra de parler plus en détail comment je peux soigner mon CV, comment je peux soigner mon profil LinkedIn, comment je peux le rendre visible. Et du coup, ça sera l'occasion de rentrer plus en détail dans cet aspect-là et de répondre à vos éventuelles questions sur cette thématique. Donc, moi, je parlerai beaucoup plus aujourd'hui de LinkedIn et ce qu'il peut présenter. Donc, effectivement, c'est quelque chose auquel on doit être visible, auquel on doit remplir tous les champs. Un recruteur, quand il cherche, il a besoin du maximum du détail pour prendre une idée. Et souvent, il a, on va dire, 2-3 minutes pour se faire une idée sur le profil pour voir est-ce que je l'appelle, j'entame une discussion avec lui ou je passe au suivant. Et du coup, c'est quelque chose qui doit être vraiment de très attractif, qui peut pousser au maximum ce recruteur à m'appeler. Donc, de préférence que je mettrai mes coordonnées, que j'améliore mon réseau, j'essaie d'augmenter mes chances, que ce soit un réseau auquel je peux avoir pas mal de connaissances, que ce soit des connaissances auxquelles j'ai travaillé, avec qui j'ai étudié. Et c'est comme ça qu'on est en train d'augmenter une chance d'avoir un contact ou une information qui peut nous arriver via un réseau. Donc, ce sont en principe les différentes phases pour la recherche d'emploi. Et ça nous amène par la suite à ce qu'on appelle aujourd'hui, si tu permets, juste on revient au slide. Oui. Donc, juste pour revenir à une petite partie auquel j'aimerais vraiment y parler, et c'est quelque chose auquel on doit vraiment faire attention aujourd'hui, c'est notamment l'identité numérique. Alors, ce qu'on appelle une identité numérique, ce sont les traces qu'on laisse sur Internet aujourd'hui et qui doivent principalement être à notre faveur, parce qu'aujourd'hui, il y a tout ce qui se passe sur le net. On est de plus en plus connecté, comme j'ai cité auparavant. Et du coup, on doit vraiment faire attention à ce qu'on est en train de publier, à travailler les différents réseaux qu'on porte, notamment que ce soit sur du Facebook, sur du Twitter, sur d'autres choses. Il y a pas mal de choses auxquelles on ne fait pas attention. Et c'est quelque chose auquel on doit donner de la valeur. On ne peut pas publier quelque chose juste pour le publier, mais au contraire, c'est quelque chose qui doit être de la valeur pour nous. C'est d'adhérer à des groupes qui peuvent nous ajouter de la valeur, faire des connaissances avec des personnes, suivre des personnes qui maîtrisent de la technologie. Donc, c'est surtout ça qui pourra nous rajouter de la valeur pour nous faciliter la recherche d'emploi et auquel même un recruteur, si un jour il a besoin de consulter une référence et passer par la suite, donc ça se trouve qu'il aura que des bonnes informations derrière nous. Et voilà, on n'a pas besoin de passer ou de justifier ce qui a été fait à un moment. Donc voilà, ce sera tout pour moi par rapport à la partie recherche d'emploi. Donc je laisserai Nadia expliquer un peu plus en détail comment on peut mener un entretien et comment on peut réussir un entretien d'embauche et on se donne rendez-vous à la prochaine étape. Merci. Moi, je dirais plus ce qui sont c'est-à-dire les sujets les plus importants à capter avant un entretien d'embauche. Que le détail de l'entretien. Je pense qu'on a fait pas mal d'ateliers sur la partie détaillée, entretien d'embauche et attitude, façon de faire et tout ça. Mais moi, je fais un rappel normalement sur ça. Si j'ai un conseil ou selon toujours mon retour d'expérience, le recrutement,
je pense le fait de s'adapter ou adapter votre préparation aux attentes du recruteur et aux questions usuelles du recrutement, ça reste un sujet important. Donc, votre expérience, vos objectifs, votre personnalité et votre valeur ajoutée surtout. Généralement, lors des entretiens d'embauche, souvent qu'on soit expérimenté ou jeune diplômé, on est souvent perdu par rapport à ça. Mais ça, c'est un schéma qui va nous permettre de se positionner mieux, de se préparer mieux et de convaincre notre interlocuteur plus facilement. Si on maîtrise notre expérience, on sait ce qu'on a fait ou ce qu'on est capable de faire, donc on va le présenter plus facilement et plus fluidement. Si on a déterminé nos objectifs, donc on peut répondre à un quart des questions des recruteurs généralement. Si vous vous connaissez assez, c'est-à-dire votre personnalité, qu'est-ce que vous cherchez, quelles sont vos limites, qu'est-ce qui vous dérangerait chez un employeur, donc vous pouvez répondre à une autre partie des questions du recruteur. Et bien sûr, votre valeur ajoutée, c'est ce qui va vous distinguer par rapport à d'autres candidats. Il faut faire un bilan et mettez à jour vos connaissances, surtout avant un entretien d'embauche, c'est-à-dire se renseigner sur le contexte du recrutement, sur l'entreprise et le métier. On ne peut pas entamer un entretien d'embauche si on n'a pas un minimum d'informations sur le contexte du recrutement, sur l'entreprise et le métier pour lequel nous postulons, ou là on sera en entretien. Le CV et la lettre de motivation, bien sûr, soigner son CV, bien détailler son CV et sa lettre de motivation ou le message généralement qui accompagne une candidature. Donc, comme tu as dit, Anas, là, on va revenir sur le sujet, je pense, le 4 novembre et le 17 novembre aussi avec deux collègues Novancy qui vont partager aussi un autre sujet sur la préparation d'entretien d'une manière générale et de l'entretien en speed hiring, c'est-à-dire on a un temps record, donc 15 minutes maximum en tout et pour tout entre recrues et recruteurs pour pouvoir échanger sur l'ensemble des points. Si on prépare les deux points déjà, ça nous mène normalement aussi à travailler sur son style d'une manière générale. Tout ce qui est vocabulaire, tout ce qui est présence orale et présence physique, c'est important lors d'un entretien d'embauche. Et bien entendu, et en dernier, étudier les paramètres exogènes normalement d'un entretien, donc tout ce qui est lieu, tout ce qui est facteur de temps, tout ce qui est recruteur. C'est-à-dire, il faut connaître aussi son recruteur, chercher son identité numérique du recruteur aussi, pour connaître son style, pour connaître ses orientations peut-être. Ça permet un échange plus fluide lors de l'entretien. C'est-à-dire être informé et pouvoir gérer convenablement le temps alloué à l'entretien, parce qu'un entretien de 5 minutes de prise de connaissance ou d'exploration ou un entretien, un événement spécifique qui va durer 15 minutes ou la 1 heure ou la 1 heure et demie, c'est pas pareil. Donc, et les messages qu'on doit transmettre, ils doivent être précis et concis. Et bien sûr, le lieu avec je dirais, avec l'évolution du recrutement d'une manière générale, vu la situation sanitaire aussi, Anas, aujourd'hui, ça nous pousse à faire des entretiens sous différentes formes. Donc, ça pourrait être Ouais. dans des cafés, ça pourrait être dans des lieux publics, tout court, en visioconférence, en face-to-face. Aujourd'hui, on exploite deux espaces différents, c'est-à-dire sur les mêmes locaux, mais pour garder la distance vu la situation du Covid. Donc, tout ça, c'est des éléments qu'il faut étudier et qu'il faut cerner avant d'entamer un entretien d'embauche pour se donner le maximum de chances de réussite. Parce que le potentiel, chacun de nous, il a un potentiel, c'est vrai, il faut juste savoir l'équilibrer, il faut savoir juste quoi sortir et quoi ne pas sortir lors d'un entretien d'embauche d'une manière générale. Voilà, Anas. Donc, je pense après un entretien d'embauche, si tout va bien, donc c'est la validation et on ira vers l'intégration.
Absolument. Et là, il faut les féliciter. Voilà, espérons que ça sera l'occasion pour tout le monde d'avoir la possibilité d'intégrer. Inch'Allah, ça sera le cas, malgré tout ce qui se passe. Donc, voilà, et le jour J, il arrive. On intègre aujourd'hui, donc on a trop de questions. Comment je peux me présenter? Qu'est-ce qui va se passer? C'est la première fois où on occupe un poste et qu'on n'est plus stagiaire, on va dire, mais qu'on est aujourd'hui des collaborateurs qui font partie du groupe. Voilà, donc c'est pas grand-chose. Le plus dur, il est fait. Donc, vous avez pu réussir les entretiens, vous avez démontré vos compétences, vous avez pu se défendre face à d'autres personnes qui portent aussi à peu près les mêmes compétences que vous, mais pour vous, il y avait un matching, on va dire. Donc voilà, il faut se féliciter, mais il n'y a pas qu'une phase d'entretien, notamment pour une intégration, pour montrer une preuve. Donc, on reste dans une démarche d'amélioration continue. On doit toujours rester nous-mêmes. On ne doit pas se changer. C'est pas juste parce qu'on a pu occuper un poste ou qu'on a pu intégrer, on doit se changer. Et du coup, il y a pas mal de choses importantes qui se font courant la période d'essai. Donc, nous, principalement au courant de l'intégration, on parlera principalement des premiers 6 mois ou voire les premiers 3 mois pour d'autres contextes auxquels on peut voilà, être validé courant cette période. Donc, ça se passe simple. Le premier jour, c'est l'accueil. Donc, et du coup, là, ça n'empêche en aucun cas. On peut contacter, par exemple, le service administratif au préalable, de lui demander à quelle heure on peut se présenter, d'être sûr qu'on ramène tout notre dossier, qu'il ne manque pas d'autres éléments, que toute la partie administrative, elle a été faite et qu'on est sûr qu'il ne manque rien. Donc, ça donne déjà un bon signe d'engagement, qu'on ramène un dossier bien complet, qu'on est à l'heure. Ça n'empêche en aucun cas, encore une fois, de s'informer sur l'entreprise, de prendre plus de détails auxquels on aura besoin, de demander qui sera votre interlocuteur, de définir une personne auquel vous pouvez contacter, par exemple, en cas de besoin, de prendre note de tous les services auxquels vous aurez besoin, notamment le service administratif, votre infirmière, ou les personnes qui peuvent gérer votre dossier auquel vous pouvez faire affaire en cas de besoin. Donc, le jour de l'accueil, donc, il faut surtout éviter l'isolement. Au contraire, c'est une intégration. Et il faut s'intégrer à l'entreprise, il faut adhérer à ses valeurs, il faut faire partie du groupe. Voilà, et surtout, on peut le faire très facilement et ce n'est pas quelque chose de dur. Voilà, c'est comme dans notre environnement, on est en classe, on est tous ensemble, mais surtout, il faut faire partie du groupe, il faut adhérer à ses valeurs. Donc, la formation, donc juste après l'accueil, qu'on a présenté tout notre dossier et qu'on a passé l'accueil, donc on déclenche ce qu'on appelle la partie formation ou l'onboarding en principe. Donc, courant de la formation, il faut surtout, c'est une phase qui reste très importante, auquel les sociétés ils investissent autant, ils mettent vraiment des ressources là-dessus, il y a des moyens financiers, des moyens, on va dire, humains. Et c'est dans un but de partager avec les nouvelles recrues, en principe, les valeurs de l'entreprise, les différents axes d'une entreprise, les axes de promotion, comment je peux faire pour évoluer. Donc, on a une vision un peu plus large. Donc, il faut vraiment bien profiter de cette phase qui reste très importante. Donc, il faut rester à l'écoute. Il faut prendre note de toutes les informations, pas principalement de ce qui nous concerne, mais si l'entreprise elle nous forme sur un module ou sur un métier spécifique, c'est au contraire, c'est une autre valeur et ça nous permet d'ouvrir d'autres horizons auxquels on n'a pas eu intention ou on peut travailler là-dessus avec eux. Donc, il faut poser des questions, il faut s'interagir avec le formateur ou avec le groupe et surtout aussi, si jamais on a une présentation par rapport au service auquel on sera rattaché, n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions, ça vous permettra d'avoir une idée très, très, très claire et très large et surtout de garder un bon contact avec les formateurs auxquels on peut revenir en cas de nécessité. Donc, juste après la formation, donc, il y a la phase qu'on appelle missionner le nouvel collaborateur et c'est là effectivement auquel on va vous commencer à vous confier des missions et des tâches auxquelles vous serez responsable. Donc, il faut vraiment être très attentif, effectuer les tâches qui ont été demandées. Si j'y arrive pas, il faut effectivement revenir. J'attends pas que
mon mentor ou mon responsable me revient pour me demander le livrable et c'est à ce moment-là où je l'informe. Donc, apprenez à revenir vers la personne en question en cas de blocage, de s'exprimer clairement, de dire voilà comment je peux faire ça. On sait parfaitement, vous êtes un junior, notre rôle c'est de vous accompagner, c'est de vous former, c'est de vous coacher. Il faut vraiment profiter de cette partie. Mais surtout, il faut être professionnel surtout. Il faut s'impliquer davantage dans les nouvelles missions, donc il faut partir au-delà, de participer, de réussir tout ce qui a été affecté, mais c'est surtout aussi, pour être remarquable, c'est avoir l'esprit d'initiative et oser surtout de partager vos idées. Ne dites surtout pas qu'on est junior, nouvelle recrue, on ne peut pas partager nos idées, on vient d'arriver. Au contraire, partagez toutes vos idées. Euh, Tout le monde est en apprentissage et c'est l'idée générale aujourd'hui pour l'ensemble. Et c'est ça ce qui fait d'un groupe une équipe soudée qui peut y aller au-delà des attentes et de réussir ses missions. Donc, en dernier, voilà, donc on est en phase d'évaluation et c'est ça ce qui permet. Donc, l'évaluation, normalement, elle doit être faite des deux côtés. Donc, pour l'entreprise, c'est d'évaluer, on va dire, à quel point les attentes spécifiées lors de la première rencontre elles ont été réalisées. Quel a été l'axe de progrès de cette personne. Voilà, ils prennent les avis des managers, des collègues, et c'est à ce moment-là auquel on revient vers une personne, effectivement, pour confirmer son recrutement ou pour prolonger, on va dire, sa période d'essai par rapport à une autre période. Mais pour un recrue, c'est surtout réaliser un bilan personnel pour voir euh, quels étaient mes points forts, et surtout pour les garder, pour garder la même chose, mais surtout de savoir aussi quels sont mes points d'effort auxquels je dois fournir plus d'efforts, et c'est là où je dois retravailler sur ça, soit par la formation d'entreprise, soit en partageant ces points avec les managers, ou bien en passant par l'auto-formation ou par les différents leviers qui me permettraient d'améliorer euh, mes axes d'effort pour que ça rentre dans le cadre de points forts auxquels on peut tirer profit. Voilà, donc ce sont les différentes phases, on va dire, pour la partie intégration. C'est quelque chose qui reste très important, c'est une phase aussi importante, elle a son propre poids au sein d'un process de recrutement. Et Oui. du coup, ce n'est pas juste la signature du contrat qui fait qu'on a gagné, qu'on est arrivé au dernier point. Au contraire, et on reste encore une fois, même après l'évaluation, on reste comme on était le premier jour de notre arrivée. On est toujours exemplaire, on est irréprochable surtout, et on s'investit autant et on reste dans une démarche d'amélioration continue. Voilà, donc ça sera tout pour moi par rapport à cette partie. Donc, on passe au prochain slide. Je ne sais pas si Nadia elle aura autre chose à ajouter sur cette partie. Non, c'est clair. Je préfère qu'on Si- va peut-être vers les Voilà, questions, parfait. Donc, réponses. j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Donc, on commencera à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Donc, je vois une question. Bonjour Agnès. Quelles sont les techniques pour postuler dans le marché caché? Bah, comme je disais, donc pour le marché caché, bah, il n'y a pas d'offres d'emploi qui sont publiées. Mais du coup, c'est soit en passant par des candidatures spontanées, on envoie notre CV pour un référencement chez les entreprises en question. Euh, mais quand on parle de marché caché, c'est pas l'entreprise qui est cachée. L'entreprise, elle a bien son nom, elle a bien des offres de recrutement. On entend qu'elle a recruté des personnes, mais par contre, on n'a pas une idée sur comment le recrutement il a eu lieu. Est-ce que c'était de la cooptation, de la recommandation interne, une candidature spontanée ou autre chose, ou bien ils ont passé par un contact d'école ou quelque chose comme ça. Donc, l'idée pour qu'on puisse postuler, c'est effectivement c'est d'améliorer notre réseau et que ces personnes puissent partager ces informations avec nous pour qu'on puisse profiter au premier moment. Donc, c'est surtout ça. Nadia est plus senior que moi, donc elle pourra vous détailler le sujet un peu Non, plus. je suis tout à fait d'accord avec toi, Anas. La seule clé du marché caché, c'est le réseau professionnel. Donc, c'est l'écoute, c'est l'analyse, c'est la veille, Zamakina, au quotidien. Donc, pour être à jour par rapport aux informations, au lieu de perdre du temps, parfois sur des sujets à tort et à travers, il vaut mieux rester sur l'actualité des entreprises quand on est en phase de recherche d'emploi ou là, quand on est sur une réflexion de changement.
Il faut repérer les acteurs des entreprises pour pouvoir avoir des informations. Comme tu as dit, Anas, là, quand on parle de cooptation, on peut pas avoir l'information de l'extérieur, sauf dans les cabinets de recrutement. Mais si c'est pour l'entreprise, c'est de l'interne. Quand on a des connaissances au sein d'une structure qui nous intéresse, il faut tisser des liens professionnels solides pour pouvoir avoir de l'information, se renseigner dans les règles de l'art et pouvoir être parmi les premiers normalement qui postulent pour un poste ou un autre ou là, qui peuvent être recommandés tout simplement ou là au moins comprendre le contexte dit le projet ou le client ou dit les exigences dit le client pour pouvoir s'adapter au mieux par rapport à leurs recherches. Donc oui, je dis que le réseau est la clé normalement pour atteindre le marché caché et pour avoir une chance dans le marché caché généralement. Donc, voilà, donc on espère qu'on a pu répondre à la question. Et il y a une autre question par rapport à de la part de Mohamed. Et il demande comment je peux initier et développer mon projet professionnel en tant qu'étudiant. Il faut apprendre à se poser beaucoup de questions, donc c'est important. Donc nous, on a énuméré 4 questions phares qui sont le bilan de l'instant T auquel on est actuellement, c'est-à-dire on a parlé d'apprendre maintenant à se connaître. Donc je suis ce que je suis aujourd'hui, sortie école ou là avec une première expérience, mais dans 1 an ou là 2 ans, je vais évoluer. Donc et ça, c'est quelque chose qui change perpétuellement, donc ça ne s'arrête pas. Donc à chaque moment, il faut s'arrêter et se poser les bonnes questions normalement sur son parcours, sur sa personnalité, sur le bilan de sa vie personnelle et professionnelle, où on est, est-ce qu'on est bloqué, est-ce qu'on n'arrive pas à décrocher de poste, est-ce qu'on est en poste mais on n'est pas motivé, est-ce qu'on est en poste mais on n'est pas satisfait, est-ce que ça répond pas à nos valeurs, est-ce que c'est pas conforme avec nos valeurs. Donc tout ça, c'est des questions qu'il faut savoir se poser. Il faut prendre le temps pour les poser et pour pouvoir apporter des réponses adéquates à ces questions. C'est-à-dire, c'est ces questions et réponses qui vont vous permettre de tracer un bilan de carrière ou un plan de carrière. Je suis comme ça et je cherche cela dans tel délai et avec tel moyen, donc qui est une formation, une certification, dans 1 an, là 2 ans. Donc ça, c'est un schéma qui est spécifique à chacun de nous, selon son contexte, selon sa maturité, selon sa formation de base et son expérience aussi. Donc il n'y a, il y a pas de recette, il y a pas de recette pour tout le monde, mais chacun, il le fait à sa manière selon ses compétences et ses ambitions et ses aspirations. Donc, il y a des gens qui évoluent au bout de 10 ans et d'autres, ils vont avoir le même résultat au bout de 5 ans. Donc, on ne peut pas mettre un schéma qui est conforme pour tout le monde, mais plutôt se poser les bonnes questions et avoir les meilleures réponses sur les questions avec la possibilité d'ajustement de temps en temps pour pouvoir planifier un plan de carrière ou là étudier un plan de carrière d'une manière générale. Mais sinon, pour des jeunes diplômés qui ont du mal à l'initier ou à le comprendre dans le détail, je pense Anas, c'est-à-dire on est à jour sur les réseaux sociaux, on est Absolument. joignable par mail et par téléphone. Donc s'il y a des cas spécifiques et qui voudraient être accompagnés dans le cadre de l'employabilité, ou si ça c'est quelque chose qu'on fait, on peut le prendre, c'est-à-dire en individuel ou là en petit groupe de 4 5 personnes et pouvoir travailler sur le sujet dans le détail. Et j'en profite parce que effectivement, il y a un événement qui est prévu pour le 11-11 et qui permettra d'ailleurs, qui sera aussi animé dans le cadre des ateliers faits par Novancy, dans le cadre de l'employabilité, et qui répondra effectivement, c'est des simulations des entretiens. Et, c'est des simulations des entretiens et aussi des corrections des ateliers des CV qui sera animé par notre collègue Sarah et Sheima. Donc, c'est prévu pour le 11 à noter pour les personnes qui veulent, notamment qu'on travaillera avec eux cet aspect et qu'on fait des simulations d'entretien d'embauche. Voilà, donc Il y a je aussi, je pense, passe. l'événement Oui, 2020 ou Anas qui va aller absolument, plus sur absolument. l'employabilité. Absolument. On reviendra un peu plus en détail, mais effectivement, il y a un événement on voulait laisser en dernier. Donc, c'est l'événement phare
par Novancy qui est dédié au recrutement des lauréats et des jeunes diplômés. Donc, il sera pour la date du 25 et 26, à noter très bien. Donc, il est sur 2 jours et c'est quelque chose qui permettra, qui sera animé par Novancy, par ses partenaires. D'ailleurs, c'est une convention de différentes personnes, notamment nos partenaires dans le recrutement, ce sont les clients finaux. C'est aussi un partage de notre part dans le cadre de RSE qui veulent effectivement donner un coup de pouce, surtout avec la situation actuelle par rapport au marché et qui nous permettra de recruter ces jeunes. Donc, il y aura des ateliers, il y aura pas mal de choses, il y aura des sessions de recrutement par les différents clients, il y aura pas mal d'ateliers. Donc, on reviendra un peu plus en détail par la suite sur l'événement, mais sinon, il y a une page effectivement qui est faite pour ça, donc c'est 2020-go.com. Vous trouverez l'ensemble du détail. Donc, on est toujours en train de l'alimenter et ça nous permettra effectivement le jour J d'être tous présents pour répondre aux différentes questions que vous aurez et notamment, c'est ce qu'on espère, c'est effectivement c'est ce qui nous permettra par la suite de vous présenter des offres d'emploi et que vous partez avec des contrats. C'est le but de cet événement. Voilà, donc juste pour revenir à la part des questions, donc j'ai vu une question, donc bonjour Agnès, je trouve la plupart des offres publiées demandent de la maîtrise, beaucoup de tâches qui concernent la spécialité. D'autres postes, comment faire dans cette situation? Je n'ai pas compris la question, mais je ne sais pas si on C'est-à-dire, parle. tout ce qui est publié, je pense qu'il demande de l'expertise et de la maîtrise. Donc là, je pense, C'est ça. autant que jeune diplômé, euh, comment faire pour postuler ou là, autant que personne qui a moins d'expérience que demandé ou la moins d'expertise que exigé, comment faire pour postuler ou là, comment faire face à cette situation. Donc, Il y a pas mal de choses. oui, je Donc, il y pense a que pas le mal de choses. client, oui, vas-y, Anas. Non, je te laisse en premier. Vas-y, Donc, Agnès. c'est vrai que le client, il exige un certain nombre de compétences et de connaissances. Généralement, il souhaite avoir le meilleur profil pour son poste. Ça, c'est évident et c'est normal. Euh, et nous, autant que candidats, quand on n'a pas suffisamment, c'est-à-dire d'expertise ou pas suffisamment d'années d'expérience, comment faire face à cette situation? Donc, il y a plusieurs éléments. Euh, on peut compléter, c'est-à-dire si il y a un écart qui reste, ça qui est justifiable, il n'y a pas de souci, on peut le récompenser par la maturité par rapport à un environnement spécifique, quand on parle de la partie technique, ou là par rapport à notre motivation, par rapport à notre intérêt, par rapport à notre implication dans les sujets, par rapport à notre implication et notre capacité à évoluer par rapport à un poste. Notre niveau de communication, parfois, il peut nous aider par rapport à la connaissance d'autres langues, telles que l'anglais ou autres langues exigées par le client, peut, c'est-à-dire nous donner un point de plus par rapport à l'expertise technique. Voilà, donc, mais on ne peut pas postuler un poste qui demande 10 ans ou 7 ans d'expérience minimum autant que jeune diplômé. Métier cool l'écart, il est de 1 an, 2 ans et on peut, c'est-à-dire le récompenser par d'autres qualités personnelles et professionnelles. Oui, on prend le risque, on essaye, c'est-à-dire d'argumenter davantage, d'accompagner par un mail d'explication et qui justifie ou qui explique au moins le recruteur comme quoi vous êtes conscient que le niveau d'expertise demandé, il est de temps, mais moi, malgré que j'ai moins, mais voilà comment je vais récompenser. Je nous les éléments qui vont vous permettre de récompenser هذاك l'écart. C'est important. Mais s'il y a un écart énorme, c'est-à-dire je suis jeune diplômé, là on cherche un expert d'il 7 ans minimum ou la 10 ans minimum, bien sûr je ne vous conseille pas de postuler parce que c'est pas normal. Donc, parce que le poste il nécessite peut-être que la personne gère des équipes, que la personne prend en charge une lourde responsabilité qu'un jeune diplômé ne peut pas assumer et on va être décrédibilisé beaucoup plus. Il vaut mieux postuler pour des offres adéquates, mais l'écart oui, pourquoi pas, mais quand l'écart il est énorme, je ne vous conseille pas de le faire, ça ne sert à rien, parce que le recruteur, je n'ai l'impression qu'il a, c'est que vous n'avez pas compris le message, que vous n'avez pas compris qu'est-ce qu'il cherche. Et une personne qui n'analyse pas une offre qui est en ligne,
et des éléments qui sont très clairs et abordables par tout le monde, c'est déjà un risque le recrutement. Donc, je ne peux pas postuler, je ne peux pas recruter une personne qui ne فهمتش أصلاً l'offre اللي قرأت. Donc, ça, c'est un peu lourd. Absolument, je suis d'accord avec toi, Nadia. Donc, j'ajoute juste quelques petits éléments. Rien n'empêche que, effectivement, avec un manque par rapport à une maîtrise auquel on estime qu'on maîtrise par exemple à 50% ou bien à 75% et qu'on n'a pas l'ensemble des éléments, rien n'empêche de retravailler le CV et de faire un petit mot complémentaire à ce recruteur ou, je ne sais pas, de lui envoyer un mail. On est conscient qu'effectivement, il y a une petite différence, mais au moins, on arrive à être remarqué. Parce que ce recruteur, réellement, ça répond à la question ou bien à ce que Nadia vient de dire. Parce qu'il ne va pas comprendre que vous postulez à une offre de 4 ans ou 5 ans ou 6 ans, ou peu importe la seniorité, mais il est conscient que vous avez bien compris ce qui est demandé. C'est déjà un point pour vous. De deux, c'est que vous maîtrisez, mais vous êtes conscient que c'est quelque chose qui vous manque. Et c'est quelque chose qui vous donnera la possibilité de se démarquer par rapport à d'autres personnes. Et ce sont des petits gestes qu'on fait dans notre quotidien qui arrivent à faire la différence entre les différentes personnes. Parce que, certes, il faut l'admettre, aujourd'hui, un recruteur, il publie une annonce, il reçoit une centaine, voire des milliers des fois. Il n'est pas dans sa capacité de retraiter l'ensemble pour faire la différence ou de vous connaître un par un. Donc, lui, il a un CV face à lui, il essaie de l'analyser. Rien n'empêche de le compléter par un petit mot ou bien de rentrer encore une fois dans l'utilité d'un réseau, c'est de trouver une personne qui peut nous parler avec le manager, d'avoir une petite recommandation ou bien une chance de passer l'entretien. Et puis après, peu importe ce qu'on a comme expertise, un recruteur, il cherche, on va dire, un ensemble d'éléments, pas juste un élément. Il n'y a pas que la technicité, il n'y a pas que la maîtrise de la solution, mais au contraire, ce sont des personnes qui veulent s'investir autant, qui sont prêts aussi à être rentables pour une entreprise dans un esprit win-win. Je te présente une opportunité, tu es d'accord, tu l'acceptes, mais après, moi, en tant qu'entreprise, qu'est-ce que je vais gagner derrière? Donc, il y a pas mal d'éléments, il y a pas mal de choses. Donc, mais de plus en plus, il y a des sociétés qui sont ouvertes à des recrutements des personnes après leur PFE ou bien des stagiaires ou bien des jeunes diplômés. Donc, mais surtout, il faut être à la hauteur le jour où l'occasion se présentera et qu'on est irréprochable sur l'ensemble des éléments. Mais la seniorité, effectivement, on n'est jamais à une maîtrise. Si déjà, par exemple, il y a un poste avec une seniorité de 4 ans et qu'on est à 2 ans et qu'on a une maîtrise de 75%, déjà le gap, il est correct. Et on peut tenter notre chance, mais tout dépend encore une fois de l'environnement et de la criticité du poste, comme l'a dit Nadia, qu'on ne se trouve pas avec une différence de responsabilité. Voilà. Mhm. Et ça peut Donc, préparer aussi, oui. c'est-à-dire les recruteurs, parfois, ça nous arrive de revoir les critères de sélection. Et quand on a cette liste de personnes qui ont un nombre d'années d'expérience inférieur ou un pourcentage d'expertise qui est inférieur, ça nous arrive de revenir vers ces listes quand on a une nouvelle expression de besoin, ou là, si le projet, parfois, il revoit donc, les critères à la baisse, donc il y a toujours une chance. C'est ça, c'est ça. Alors, il y a une petite question une deuxième question qui se présente par rapport au marché caché. On a déjà répondu, mais rien n'empêche. Si ça vous intéresse vraiment, on peut animer un atelier dédié à augmenter nos chances sur le marché caché et qu'on pourra vous présenter au courant de nos prochains événements. Donc, mais on donnera la chance à d'autres questions. Donc, bonjour, pouvez-vous... Alors, il y a une question. Pouvez-vous nous énumérer quelques erreurs de débutants à absolument éviter? Alors, je, je te laisse Nadia répondre en premier. Bon, les erreurs, elles sont multiples avec la multiplication des contextes aussi et la multiplication des typologies aussi de postes et de recruteurs. Donc, moi, la rigidité, c'est quelque chose qui me dérange autant que recruteur énormément, énormément. Et selon, c'est-à-dire mon expérience avec pas mal de comptes clients, donc jusqu'à aujourd'hui, donc quand on a des axes d'amélioration, euh,
ce qu'on peut moins défendre, c'est la rigidité des jeunes diplômés. Quand on est jeune diplômé, on est face au marché, on est face, c'est-à-dire à des opportunités sur le marché pour pouvoir acquérir de l'expérience ou là une première expérience au moins. Il n'y a pas place pour la rigidité. Il faut rester cohérent, bien sûr. Il faut étudier les éléments de l'offre et de l'opportunité, c'est sûr. Mais la rigidité ou être exigeant par rapport à la rémunération tout au début du processus, ça, c'est une erreur fatale. Euh, Généralement, les jeunes diplômés qui entament plusieurs processus en même temps et qui ont plusieurs offres, ils réussissent à avoir 2 ou 3 ou 4 offres en même temps dans les meilleurs des cas et qui signent des contrats en même temps, donc 2, 3 contrats en même temps. Et le jour J, on se désiste de 2 contrats pour en garder un seul contrat. Ça aussi, il y a une démarche à faire, il y a une façon de faire. Donc, il faut éviter de prendre 2 offres et se désister à la dernière minute pour une des 2 offres. Donc, le désistement par rapport à une offre, il se fait pendant l'étude de la validation autant que candidat ou là, autant que chercheur d'emploi. Mais qu'est-ce qu'on a dit l'offre, donc je ne l'accepte pas juste pour l'accepter, mais je dois étudier est-ce que je vais aller jusqu'au bout avec ce recruteur ou là. Pourquoi? Parce que euh, ça va nous blacklister par la suite. Si j'ai une offre de Novancy et une offre d'une autre structure, par exemple, et je me désiste, c'est-à-dire je ne peux plus revenir vers l'employeur. Et ça, c'est dommage et c'est malheureux. Ça aussi, c'est une erreur à éviter et essayer de prendre les décisions au bon moment. Et quand ça arrive, c'est-à-dire suite à un contretemps ou à un imprévu ou là, vu des intérêts personnels ou la professionnels, on est obligé de se désister. Il faut savoir le faire dans les règles de l'art, tout en restant professionnel et en gardant un niveau de communication logique normalement ou flottant avec notre employeur. Une autre erreur, une troisième, je dirais, moi, c'est plus le CV. Donc, le CV, c'est un passeport qui est important. Donc, il faut le soigner. Donc, ne postulez pas pour toutes les offres avec le même CV, avec le même message, avec le même contenu. Ça, c'est faux. Donc, il faut s'adapter, il faut se renseigner à l'entreprise, à le contexte, à le recruteur, à le poste, le secteur d'activité. Il faut adapter son profil, au moins donner des messages comme quoi on est au courant du contexte de le projet ou le recrutement avant c'est-à-dire d'être dans le sujet. Envoyer des messages à un ensemble de recruteurs, ça aussi c'est une erreur à éviter. Donc, il faut savoir personnaliser les échanges avec les professionnels. Il faut savoir personnaliser vos demandes, c'est-à-dire de recrutement. Donc, on n'a plus droit à l'erreur aujourd'hui avec le web, avec l'évolution du web. Les réseaux sociaux, on a accès quasiment à l'ensemble des personnes qui sont sur le marché. Donc, il n'y a pas de mal de consacrer 1 heure ou 2 heures ou même une demi-journée ou une journée selon la cadence de chaque personne pour pouvoir avoir les bonnes informations, les bons interlocuteurs et personnaliser vos messages, vos mails, vos CV, vos demandes, vos relances. Apprenez à travailler par projet. Quand on est en période de recherche d'emploi, mettez, je ne sais pas, un fichier Excel sur votre calendrier des messages énumérés, je nomme les postes, les postulés, qui m'a répondu, qui ne m'a pas répondu, qui m'a donné un rendez-vous, au lieu de mélanger le tout avec le tout et de répondre à la même manière pour tous les recruteurs et tous les postes. Restez attentifs à vos smartphones. Donc, normalement, quand on est en recherche, il faut savoir répondre. Aussi, quand on est dans l'impossibilité de répondre, il n'y a pas de mal. Quand on est mal à l'aise, on ne peut pas discuter, il n'y a pas de mal, ça ne dérange pas le recruteur. Savez juste prendre le temps de décrocher et de dire je vous rappelle, ou là de rappeler le numéro en absence avec courtoisie, c'est important. Éviter, c'est-à-dire la vie de l'étudiant, on vit en communauté généralement, on se partage les polycopes, on se partage les supports, mais dans la vie professionnelle, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il faut se structurer en individuel, il faut
prendre le temps de répondre à ses interlocuteurs. Et quand tu es en recherche d'emploi, généralement en tant que jeune diplômé, il faut se structurer le fond. Donc, on ne laisse pas nos téléphones pour la famille, on ne donne pas à un ami pour répondre n'importe comment, et même moi, je ne réponds pas n'importe comment. Il faut savoir filtrer les appels et rappeler les gens qui vous appellent et qui vous laissent des messages. Apprenez à consulter votre boîte au moins, minimum une fois par jour. Je dis minimum, donc il faut le faire sur des tranches horaires différentes, le matin, le milieu de la journée et la fin de la journée pour rester à jour en cas de report de rendez-vous, là, de confirmation de rendez-vous. Sinon, un moment que vous jugez propice normalement pour l'analyse, pour capter les informations, consultez vos boîtes mail, triez vos boîtes mail, créez des boîtes mail professionnelles, évitez tout ce qui est adresse, c'est-à-dire d'étudiants, si c'est pas une adresse professionnelle, essayez de modifier ou de corriger. Essayez de séparer tout ce qui est échange personnel mais l'échange professionnel, et préparez-vous c'est-à-dire entamer une étape différente de la vie professionnelle normalement, en termes d'échange et en termes de façon de faire d'une manière générale. Donc ça, c'est-à-dire c'est quelques situations qui reviennent, je pense, au quotidien, Anas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. C'est ça. Bon, il pourrait y avoir d'autres erreurs. S'il y a quelque chose, Anas, s'il y a un autre point qui te passe par l'esprit. Moi, je rejoins le point que tu as dit, c'est par rapport surtout au fichier Excel. Il faut effectivement se rappeler des offres. Un recruteur, quand il vous rappelle, il croit vraiment que vous vous êtes documenté par rapport à l'entreprise et que vous avez fait vos recherches et que vous tenez vraiment à l'opportunité qui se présente, surtout en tant que jeune. De plus en plus, il y a des personnes, malheureusement, quand tu les appelles, ils te disent, ah, écoute, moi, j'ai postulé à plusieurs offres, dites-moi, vous êtes qui, je ne me rappelle pas, c'était quoi le poste. Et là, ça vous montre en situation de désespéré. Et du coup, ce n'est pas un point à votre faveur, en aucun cas. Déjà, quand on est jeune diplômé et que c'est l'entreprise qui vous donne la chance d'occuper un poste, et, donc il faut vraiment Il y a montrer un une intérêt. façon, oui, تقدر تكون في هذه la situation, il n'y a pas de mal, mais il faut savoir jongler pour donner Absolument. le bon message. En aucun cas, on va dire, j'ai postulé à plusieurs offres, vous êtes qui parmi les employeurs à qui j'ai postulé ça? Non, il faut Ça se dit pas. reformuler, il faut passer le message différemment. Absolument, absolument. Au moins prendre le nom de recruteur qui vous appelle. Vous pouvez lui dire, est-ce qu'on peut se rappeler après? Vous faites votre recherche, vous repréparez par rapport à votre entretien. Un entretien téléphonique, c'est ce qui complète le doute qu'un recruteur il a par rapport à votre CV. Et du moment qu'il vous appelle, c'est que il y a quelque chose qui l'a intéressé sur votre CV. Il faut vraiment en profiter. C'est une chance que peut-être on n'aura pas par rapport au même recruteur. Et surtout s'il se rappelle de nous, comme Nadia l'a dit, donc c'est une première impression qui gardera. Et donc voilà, donc c'est quelque chose auquel on doit vraiment faire attention et le traiter avec un grand soin. Euh, voilà, donc parmi les erreurs, donc on note ça. Donc je passe à la prochaine question. Donc il y a une question qui se présente, comment on peut décrocher un premier emploi sans expérience? Malheureusement, il n'y a pas assez d'offres pour les gens fraîchement diplômés. Donc, la meilleure réponse, je pense, Nadia, et tu le confirmeras, c'est un autre événement du 2020 Go. Et son but, c'est de répondre à cette question et Mais, de donner la possibilité. hmm, Oui, Nadia. mais pour information, je pense, Anas, et là, on parle en connaissance du cause dans le domaine IT d'une manière générale. Mais qu'il y a une entreprise qui ne recrute pas les jeunes. C'est vrai, le pourcentage des jeunes, il reste inférieur par rapport aux expérimentés. C'est normal parce qu'il y a des projets qui doivent tourner, qui doivent chiffrer, qui doivent se réaliser, ainsi de suite. Mais là, dans chaque projet, là, il y a un jeune. Donc,
Soit on est recruté autant que jeune diplômé et on est avec un contrat CDI, soit on est recruté autant que stagiaire. Il faut chercher aussi les stages. Quand on est en difficulté de trouver un premier contrat, il ne faut pas oublier les stages. Continuer à effectuer des stages, continuer à chercher des stages, continuer à faire des propositions. Et les stages, bien sûr, quand je dis stage, l'objectif est qu'il soit un stage pré-embauche. Ça peut tenir la deuxième fois ou la troisième fois. Donc, si ça ne tient pas la première fois, donc ça peut tenir une deuxième ou une troisième fois. C'est beaucoup mieux d'avoir des stages à son actif et d'avoir des projets sur lesquels on pourrait échanger ou là, sur lesquels on peut s'appuyer avec nos prochains recruteurs ou nos prochains employeurs, que de ne rien avoir et de rester en inactivité en attente d'un contrat soi-disant CDI. Aujourd'hui, le contrat, je pense, c'est pas aussi important que l'expérience. Donc, trouver un Absolument. contrat ANAPEC ou un contrat CDI ou un contrat CDD ou un contrat de stage, l'essentiel, c'est d'exercer. L'essentiel, c'est d'intégrer le marché. L'essentiel, c'est d'échanger avec les gens. Vous allez sacrifier une année, allez, je dirais, la qaddarallah, toute une année de stage ou là de recherche ou là d'expérience hachée ou là, c'est beaucoup mieux que être promotion 2020, mais je ne suis recrutée tel 2021, fin 2021 ou la 2022. Ça, c'est mauvais. Ça fait un blanc dans le CV et c'est difficile de justifier par la suite, ah ou là, ah ou là. Donc, ça va être très difficile. Moi, je vous recommande d'accepter des stages aussi s'il le faut, si c'est nécessaire, si on n'arrive pas à décrocher un premier emploi. Mais ça n'empêche, il faut se distinguer pour être parmi les premiers jeunes qui vont être recrutés. La banque, aujourd'hui, elle recrute, moi je peux vous le confirmer, donc dans certaines banques, on tourne autour de 20-50 stagiaires par an. Dans les sociétés de services, c'est 50 stagiaires par an. Dans les ESN, dans les organismes publics, donc toutes ces structures qui gardent les stagiaires dans le cadre de l'employabilité à l'échelle d'ailleurs nationale, le Maroc d'une manière générale, ça c'est un sujet qui est d'actualité. Il y a pas mal d'organismes qui s'inscrivent à la démarche de l'employabilité des jeunes. Donc, malgré les écarts, la formation, le marché d'emploi, mais aujourd'hui, les entreprises, elles se portent volontaires, ils font beaucoup d'efforts, normalement, pour une meilleure adéquation les jeunes diplômés ou l'emploi aujourd'hui. Il faut saisir ces opportunités. Il faut comprendre aussi les contraintes des recruteurs et savoir les détourner ou savoir s'adapter معاهم. Donc, ما غاديش نrecruter ou les promotions 2020 كاملين, oui, mais je dois être parmi les personnes, c'est-à-dire qui vont être recrutées en s'améliorant, en soignant mon image de marque, mon identité, en préparant mon entretien, c'est-à-dire en s'appuyant sur mon réseau. Les éléments, il faut les travailler durant la formation et à la fin de la formation pour pouvoir avoir une facilité d'insertion. Durant 3 ans de formation, parce que je suis ingénieur de télécole ou de télécole, c'est-à-dire on est des ingénieurs, on est privilégiés, c'est plus d'actualité. Aujourd'hui, le marché, elle est en forte turbulence et l'apprentissage, il doit suivre, c'est-à-dire la même vitesse et l'adaptation aussi, elle doit suivre, c'est important. Donc, je pense qu'il faut cesser d'être négatif, il faut cesser d'entendre les autres. Je nous l'ai dit, non, un jeune diplômé, il aura du mal à s'insérer. Oui, au Maroc, on a du mal à s'insérer. Mais ماشي la promotion كاملة كتبقى جالسة. Il y a des gens qui ont recruté le stage pré-embauche ديالهم ولا من PFE ديالهم. Il y a des gens qui ont 2 offres. Donc, علاش هذاك عنده 2 offres وانا ما عنديش. C'est sur ça qu'il faut s'interroger. C'est sur ça qu'il faut travailler au lieu de dire ah là l'entreprise elle ne recrute pas les jeunes. Bien sûr, elle va pas publier des annonces pour les jeunes. Parce qu'on a toute la promotion école عندنا في l'entreprise. أنا نمشي l'école ديالك et je peux avoir toute la promotion. J'attends pas que tu candidates. D'accord? Donc, pourquoi moi je vais payer une annonce en ligne à je ne sais pas combien de les frais d'IALHA pour drainer des jeunes diplômés? La publication des annonces pour les jeunes, mais si il y a le canal privilégié. Le canal privilégié, c'est la relation école, c'est les forums, c'est les événements,
c'est les sessions collectives, c'est tous ces sujets qui nous permettent normalement de recruter ou là de chercher les jeunes diplômés. Mais les postes, c'est pas le canal d'y le jeune diplômé. La publication d'annonces ou là, le poste publié, ça concerne généralement les expérimentés parce qu'on détaille des compétences, on détaille un métier, on cible un secteur ou là, une population. Mais le jeune, le programme Diallo, il doit faire la même chose côté entreprise. Il doit avoir suffisamment d'informations de l'entreprise باش يعرف شنو هي la capacité d'absorption des jeunes diplômés فوسط l'entreprise et pouvoir cibler les entreprises qui intègrent la typologie de formation ou là la population mais les jeunes diplômés je pense. Ben, je pense de toutes les manières et parfois, exceptionnellement, on trouve des annonces pour des jeunes diplômés quand il le faut. Il faut aussi se saisir de l'occasion pour postuler en ligne ou là envoyer une candidature spontanée pour toute entreprise qui nous intéresse. Nous avons une autre question, Non. Anas? Oui, alors j'ai une autre question, je l'avais notée quelque part. Alors, c'est par rapport à... Alors, c'est de la part de Kautar. Pensez-vous que les jeunes diplômés devraient négocier leur premier salaire? Donc, oui et non. Négocier, bon, négocier, négocier, non, parce que pour négocier un salaire, on s'appuie sur des compétences. On vend notre profil plus cher. Sur quoi va se baser un jeune diplômé pour vendre son profil plus cher? Déjà, la distinction des types ou comment on appelle ça? C'est-à-dire les écoles, je pense, le groupe A, le groupe B, le groupe C. Donc, qui est ingénieur d'État avec le process les classes prépa et les grandes écoles d'ingénieurs qui sont connues sur le marché local. On a les écoles privées généralement et on a les universités et tout autre diplôme qui vient après les universités. Ou généralement dans l'entreprise d'une manière générale, ou là, même dans des organismes autres que les entreprises, ou là, le service, qu'il y ait des grilles de salaire pour les jeunes diplômés, parce qu'on s'appuie sur une formation. Je dis n'importe quoi. X pour universitaire, X plus 1 pour école privée, qui est le groupe B, et le groupe A, qui est les écoles d'ingénieurs, c'est X plus 3, par exemple, par rapport au salaire. Déjà, l'entreprise qui étudie avec la grille euh, selon le contenu de la formation, le nombre d'années d'expérience de la formation. شنو les matières واش هاد السيد دار لي كلاس بريبا ولا ما دارش هاد السيد واش قرا عامين ولا 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 ans ainsi de suite et elle met un barème que tout le monde accepte à l'entrée autant que jeune diplômé sorti école zéro expérience à son actif. Qu'un négocier quand on a des compétences, qu'on a travaillé sur des projets, quand on a fait des réalisations, quand on a un plus par lequel on va convaincre pour aller une fourchette, je dis n'importe quoi, dire 15 000 vers 20 000 ou la 25 000. Mais déjà le terme négociation pour un jeune diplômé, là, je pense plus choisir une structure qui offre plus pour un jeune diplômé, parce que ça reste un choix de la personne et ça ne concerne que la personne. Un jeune diplômé libre de 9 000 dirhams, c'est son choix en fin de compte, mais il limite les opportunités. Il ne va intégrer qu'une société ou un organisme qui lui a un ingénieur 9 000 dirhams, mais il va passer à côté de plusieurs structures qui donnent à un ingénieur, je dis n'importe quoi, 8 000 dirhams ou 7 500 dirhams. Il va passer à côté de sujets important pour sa carrière. Est-ce qu'il va évoluer ou pas quand on démarre à 9 000 dirhams? Dans combien de temps on va évoluer? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est possible que je démarre à 7 000 ou la 7 500 à la 8 000 dirhams et je peux évoluer, je peux apprendre davantage, je peux négocier mon salaire par la suite. Mais peut-être, 9 000 dirhams, je peux rester à 9 000 dirhams durant 2 ans sans bouger. Parce que je déjà le seuil. Donc, ça ne me motive pas pour avancer, ça ne bouge pas, c'est-à-dire mon niveau de rémunération, ça ne me permet pas de gagner davantage par rapport à l'évolution, par rapport au poste, ainsi de suite. Parce que quand on va vous faire évoluer par rapport au poste,
Le salaire, il suit. Donc, quand tu es une phase où là, quand tu es une fourchette, je dis n'importe quoi, c'est juste à titre d'exemple, une fourchette de 9 000 dirhams, l'RH, on va freiner l'évolution un peu pour ne pas augmenter encore. Un an d'expérience, on ne va pas le faire évoluer à 12 000 rapidement. Par contre, celui qui a 7 000 ou la 8 000 ou la 8 500, on va le pousser vers 9 000 parce qu'on fait la masse salariale et c'est tout un détail normalement euh, qu'on fait normalement l'étude de rémunération par rapport à ce point. Donc moi je dis, tu peux choisir une structure qui va te donner plus, mais tu risques de payer avec le plus que tu as eu le démarrage, tu risques de stagner l'évolution et la réévaluation salariale. Différemment d'autres personnes qui ont plus de chance avec plus de structures et qui évoluent au bout de 2 ans. On se croise, donc les nuages de points, on se croise tous au bout de 2 ans le même niveau de rémunération. Et le واحد بدا بسات وطلع لنف, واحد بدا بنف وبقى بنف, par exemple. Bon, avec des exceptions et des spécificités le marché qu'on connaît, ça arrive et il y a les gens qui ont la capacité ou qui ont les compétences ou qui ont un plus et ils se distinguent par rapport aux autres ou ils négocient ou ils ont réussi à négocier. Oui, mais je dis, je ne dois pas freiner. Mais il me semble refuser une offre pour 500 dirhams ou la 1000 dirhams on glisse durant 6 mois inactif. Moi, je suis contre ça surtout et je ne vous conseille pas de le faire. Je préfère travailler avec moins de 1000 dirhams, mais travailler ou avoir une première expérience que de refuser là pour faire évoluer. Non, le marché, les salaires, c'est pas comme ça que ça s'étudie. C'est pas les ingénieurs كلهم يجيو يقولوا لنا غادي نبداو ب 9000 درهم حقا باش l'entreprise تعطي 9000 dirhams. Loin de ça, il y a tout un ensemble de chiffres et de calculs qui se font pour décider par rapport à les barèmes ou les niveaux de rémunération d'une manière globale. Et ça reste mon avis. Après, s'il y a des gens qui sont capables de le faire, bon courage. Parfait, parfait. Donc, je reviens sur une dernière question de la part de Kautar qui te remercie Nadia, il me remercie. Donc, elle souhaite savoir où elle peut nous contacter en cas de besoin. Bien sûr, bah, sur le dernier slide, on vous affichera nos coordonnées, donc notre numéro de téléphone. Bah, si vous voulez, on peut vous envoyer. Vous avez reçu un mail de notre part, notamment il y a notre signature. Vous pouvez appeler qui que ce soit comme personne. Bah, si vous souhaitez demander Nadia en personne au NS, bah, n'hésitez surtout pas. Mais sinon, vous avez les coordonnées de toute notre équipe et ça nous fera énormément plaisir de répondre à vos éventuelles questions. Et comme on a dit, c'est dans les cadres de nos ateliers qu'on donne déjà sur le programme du mois de novembre. On a 3 événements. Donc, en partant du 4, le 4, le 11 et le 17, malheureusement, parce que le 18, c'est un jour férié. Donc, ce sont des ateliers qui sont planifiés pour chaque mercredi. En principe, on fait un chaque 2 semaines. C'est un peu notre règle sur différentes thématiques et un grand événement qu'on aimerait revenir par la suite. Donc voilà, donc ça sera tout pour la partie questions. Donc n'oubliez surtout pas notre prochain événement 2020 Go. Donc on croit à votre présence. Donc c'est un événement qui est fait principalement pour vous. Mais dans la réussite, elle dépend effectivement de votre participation. Donc, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues, avec toutes les personnes qui sont lauréats, bah, qui souhaitent avoir une chance de discuter avec des acteurs dans le marché, dans le secteur de la banque, des ESN, des sociétés de services, l'industrie, quoi que ce soit. Donc, mais c'est une édition de recrutement pour les juniors, spécialement pour les gens qui ont fait de l'IT. Donc, ce n'est pas du tout de tous les différents métiers, mais on fait ce qu'on maîtrise. Voilà, donc on se donne rendez-vous aux prochains événements, le 4, qui sera animé par Houda et je pense et Oumema. J'entends quelqu'un. J'ai un écho. Voilà, donc merci pour votre présence. Merci d'avoir participé à notre événement. Voilà, il y a nos coordonnées là qui s'affichent. Donc, pour les Oui. personnes qui souhaitent prendre en photo. Et du coup, on se donne rendez-vous très, très bientôt. Et c'était un énorme plaisir pour moi de partager avec vous cet événement. Et ça nous fera plaisir de le refaire à maintes fois. Voilà, je laisse Ben, une dernière parole pour merci Nadia. à tout le monde pour leur participation, pour leur intérêt. On reste disponible. Donc, comme a dit Anas, voilà nos coordonnées. Ben, sinon, c'est n.jdidou
@novancy.com. Sur notre site Novancy officiel, vous allez avoir toutes les informations. Sur LinkedIn, on a nos coordonnées Novancy aussi. N'hésitez pas, avec grand plaisir, que ce soit en petit groupe ou là en individuel. Dans la mesure du possible, bien sûr, on est disponible pour répondre à vos questions, pour vous accompagner ou pour traiter des sujets qui sont liés à l'emploi, à l'insertion en particulier, avec toute personne qui se manifeste et qui manifeste son intérêt. Parfait. Donc, juste avant de clôturer, donc j'ai une petite dernière demande de la part de l'une de nos collègues qui tient. C'est juste pour vous montrer réellement à quel point on tient à nos candidats. Donc, elle souhaite parler un peu de son événement. Donc, son événement sera planifié pour le 11-11. Donc, c'est dédié pour les jeunes diplômés et qui souhaitent. C'est des simulations d'entretien, des corrections de CV liées après l'événement qui va être fait le 4. Donc, ça va être un atelier de correction pour les personnes qui ont participé. Donc, Ouais, c'est les très bien. premiers Donc, inscrits. Oui, je pense les trois événements à Anas, le 4 ou le 11 ou le 17, ça va permettre surtout aux jeunes diplômés de préparer le grand événement du 25, du absolument. 26 novembre. Parce que Absolument, à absolument. l'événement, ils vont rencontrer aussi les opérationnels, les entreprises, les Ils doivent être RH. préparés, bien évidemment. Voilà, donc, et quand on a les éléments Absolument. كاملين على le CV, على la lettre de motivation et la réponse à pas mal de questions qui se posent, ça ne pourrait être que bénéfique pour la participation à l'événement et se démarquer surtout pendant l'événement pour les entretiens avec les entreprises ou là, avec nos Ah, clients finaux. ah, bien évidemment, je suis tout à fait d'accord. Bah oui, c'est effectivement, c'était le but des entretiens qui ont été planifiés, ou bien des événements plutôt qui ont été planifiés, et ça va être une chance de corriger ce qui a corrigé avant, bien sûr, l'occasion finale Mm. face à un opérationnel et d'en profiter, tirer vraiment le maximum du bénéfice. Voilà, Merci parfait. Ben, Anas. merci à tous, merci beaucoup Bon pour votre après-midi tout le présence. monde. Très très bon après-midi à vous tous. Merci pour votre présence encore une fois.